Quels sont les leviers pour mettre tout ça en action? Bon, il y a des leviers pratiques. Si on parle de produits de grande consommation, quand on parle de marques, ça veut dire qu'on s'adresse aux consommateurs. Il y a des marques B2B qui sont plus, comment dit-on, plus confidentielles, et il y a des marques B2C qui s'adressent à tous les consommateurs. Donc si on parle de B2C, pour emmener des marques marocaines à l'étranger, il faut des canaux avec le consommateur. Il faut des canaux d'écoulement des marques, en fait, d'écoulement des produits. Donc je peux vous donner deux exemples, partager avec vous deux exemples que je vis personnellement. Le premier exemple, c'est une acquisition qu'on a faite aux États-Unis. On a acquis une marque qui a 100 ans d'âge, qui est maintenant devenue une marque marocaine, puisqu'elle est propriété d'un groupe marocain, qui fabrique les produits pour elle. Nous fabriquons et possédons la marque, mais ce qu'on a acheté, c'est surtout les contrats que cette marque avait avec tous les supermarchés et tous les hypermarchés américains. Une fois que ces canaux sont ouverts, rien ne nous empêche demain d'aller voir un autre industriel marocain et de lui dire « Salam alaikum, j'ai besoin de telle et telle gamme de produits pour ma marque marocaine qui est basée aux États-Unis. Est-ce que tu peux fabriquer pour moi 20 000 tonnes, on parle de marché américain, hein, est-ce que tu peux fabriquer pour moi 20 000 tonnes d'olives en boîte? Est-ce que tu peux fabriquer pour moi 15 000 tonnes d'huile d'olive, méthylène ou n'importe quoi? Donc une façon de faire, c'est d'acheter des contrats avec des canaux. En général, ces contrats sont détenus par des marques locales. Donc il faut acheter la marque. Et ça ouvre tout un chemin à tout un pan de l'industrie marocaine. Il faut juste que les Marocains producteurs soient sérieux et capable de mettre les quantités. Parce que quand vous rentrez aux États-Unis, il faut délivrer la quantité. L'autre exemple, c'est de vous donner... Donc ça, on l'a fait à New York, on l'a fait en plein Covid, on l'a fait en été 2020, sans voir ce qu'on achetait. Et donc, alhamdoulilah, ça s'est révélé une bonne acquisition. Alhamdoulilah. Et un autre exemple est celui du groupe La Belle Vie, n'est-ce pas, des supermarchés, des hypermarchés. Donc La Belle Vie a acheté 6 hypermarchés en France, qui font à peu près 6 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. À eux 6, c'est la moitié de tout La Belle Vie au Maroc. 6. Et quel est le taux d'intégration dans ce cas-là précis? Peu importe. De la marque Maroc ou du produit marocain. Est-ce que c'est une acquisition financière ou seulement... À T égale 0, 0. À T égale 0, 0. À T égale T plus 1 minute, La Belle Vie peut maintenant venir au Maroc et dire quels sont les produits que vous pouvez me livrer beaucoup moins cher que ce que Carrefour achetait et mettait dans ses supermarchés. Pouvez-vous me faire de la poudre détergente? Pouvez-vous me faire du liquide vaisselle, qui sont les choses que fabrique Mutandis? Pouvez-vous me faire, je ne sais pas quoi, du Javel? Pouvez-vous me faire du nettoyant ménager à des prix infiniment inférieurs à ce que fabriquent les Européens et au sourcing de Carrefour en Europe? Donc ils ont le droit d'amener avec eux des industriels marocains. Pourquoi? Parce que c'est un canal d'accès au consommateur final. Donc le plus vite pour l'industrie marocaine, c'est d'ouvrir les canaux d'accès aux consommateurs riches. Riches, c'est-à-dire américains, européens, etc. C'est quand même là où il y a le plus de marge et de valeur ajoutée à créer sur le sol marocain. 2 exemples. Super. Moi, je crois que ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui... Ça marche, ça marche. Il y a des secteurs qui arrivent facilement à s'exporter ou à être des ambassadeurs du Maroc à l'international, comme il a dit Sidouiri ou la Siddiqui, parce qu'il y a déjà il y a une culture qui est perçue par l'international vis-à-vis du Maroc. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement, par Sa Majesté l'Insro, ils ont fait une campagne de communication sur le niveau du Maroc et ce que peut offrir le Maroc pour les investisseurs étrangers. Si on prend l'exemple de notre secteur, bon, il y a pas de mystère aussi. Nous, on peut... les canaux qui se présentent pour nous, c'est d'abord d'avoir un niveau de qualité qui répond aux standards de l'industrie de l'automobile. Et puis, deuxièmement, se faire connaître par des constructeurs d'automobiles de premier rang. C'est ce qu'on a fait, nous. Donc, on
on s'est fait homologuer par la première montre, donc par Renault, et puis après, tous les canaux s'ouvrent. Donc, vous savez, quand vous avez un niveau standard de qualité et puis que vous avez pendant un certain nombre d'années zéro défaut, alhamdoulilah, c'est notre cas par rapport au travail. Vous prenez la qualité. La qualité, c'est la clé en fait, la clé de se positionner aussi bien au Maroc qu'à l'international. C'est Naji. Comment vous pouvez, vous qui êtes dans une boîte d'investissement, comment l'investissement d'un côté comme de l'autre, comment expliquer, peut encore faire valoir que ça soit le Made in Morocco ou la marque Maroc ou les produits marocains? Écoutez, de toute façon, c'est la clé de voûte du système. Pour moi, aujourd'hui, il y a encore un travail à faire qui est de démystifier auprès de beaucoup d'entrepreneurs marocains cette logique du Made in Morocco et de l'industrie. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure autour d'un bon café avec nos amis. C'est dès qu'on dit industrie, dès qu'on dit groupe industriel, dès qu'on dit production, on sent certains investisseurs marocains pris de pulsions instinctives, de grandes sueurs froides, de problématiques incompressibles, de tensions sociales et de manque de ressources humaines, mais de manière... Voilà. Mais vous me permettrez, j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Je fais juste une petite aparté. J'étais il y a une année de cela avec un déjeuner. Il y avait des banquiers, des grands avocats d'affaires, dans un déjeuner très très amical. Et à ce moment-là, j'étais en train de construire une usine. Et je leur parlais un peu du projet, que je suis en train de construire une usine. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Mais vous allez la louer à combien? Alors que c'était une usine de production. Hein. Mais pour vous dire qu'il y a aussi un moment où on doit sortir. L'investisseur marocain est de nature prudente. Donc il y a un moment, il doit sortir d'un certain confort. On comprend, personne n'a envie de perdre son patrimoine, tout le monde veut le faire fructifier, mais il doit sortir d'un certain confort pour aller aussi vers ce Made in Morocco et vers cette création de l'emploi et vers cette création de richesse. Si lui ne sait pas, il y a des gens qui savent. C'est-à-dire, il y a des professionnels de l'industrie, il y a des industriels. Mettez votre argent, mettez-le dans des groupes industriels. Investissez, prenez des participations. L'objectif n'est pas... Tout le monde ne peut pas être industriel, c'est impossible. L'industriel, c'est une infime partie de la population des entrepreneurs. Déjà, donc c'est pas 10 ou 15% des entrepreneurs. C'est un infime pourcentage des entrepreneurs. Mais les investisseurs peuvent les suivre. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent les aider, les encourager, prendre des participations, financer des opérations industrielles. Et je vais vous dire, pour conclure après, là, dernièrement, en discussion avec un grand groupe turc pour une collaboration industrielle sur le Maroc. Au Maroc ? Au Maroc, pour le Maroc. Avec un investisseur marocain il faisait que le tech transfert. C'est-à-dire tech transfert, et il prenait une petite participation dans l'entreprise marocaine à capitaux marocains. Au fur et à mesure du calcul du prix de revient, vous savez aujourd'hui où est-ce qu'on est? On est que cette usine qui va peut-être voir le jour dans un an au Maroc va fabriquer pour la Turquie. Parce qu'en fait, il a tout simplement constaté qu'au Maroc, c'était mieux que chez lui.